Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, Madame le maire de Paris, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations et autres intervenants, Mesdames et Messieurs, il y a 79 ans, sous le gouvernement de Vichy, une page tragique de l'histoire de France était passée sous silence. En effet, l'État français de cette époque promulgua un décret en avril 1940 qui ordonna l'internement de tout citoyen réputé comme nomade. Ceux-ci seront assignés à résidence surveillée pendant toute la période de la guerre. 30 camps seront érigés sur tout le territoire national et plus de 7000 tziganes y seront internés. Dès leur arrestation, ils devront tout abandonner sur place, bien souvent sans même avoir le temps de prendre quelques vêtements de rechange. Les conditions vécues dans ces camps furent abominables. Les épidémies, l'insalubrité, l'hygiène déplorable, la malnutrition, la vermine feront des ravages mortels parmi les enfants et les vieillards. Ils ne reçurent aucune aide extérieure, pourtant bien présente dans les camps. Pour la plupart, certains gardiens détournaient même la nourriture qui leur était destinée. Libérés presque 2 ans après la fin de la guerre, après les prisonniers et les collabos, ils durent repartir de zéro, ne trouvant plus rien après leur arrestation. Comment réclamer une quelconque compensation ou indemnité à la vue d'une administration complexe pour la grande majorité de tziganes analphabètes? Cela relevait de l'impossible. Aucune aide ne leur a été proposée. La France a oublié ses enfants. Pourtant, ils étaient là quand la patrie fut en danger. Ils ont accompli leur devoir de patriotes. Bon nombre se tombaient au champ d'honneur pendant la Première Guerre mondiale. Beaucoup de tziganes refusèrent le STO, préfèrent rejoindre dans la clandestinité l'armée des ombres, les maquisards. Là aussi, la patrie a eu ses victimes, comme la guerre d'Algérie un peu plus tard. D'autres furent massacrés sur simple dénonciation, en collaboration avec l'envahisseur. Saint-Sist, un petit village en bordure de Lot-et-Garonne, qui porte les stigmates d'un massacre de 14 tziganes, à majorité des enfants. Dans les villages environnants, ce fut la même scène épouvantable d'une barbarie sans limite par ces escadrons de la mort. Au total, 42 victimes viendront s'ajouter à celles de Tulle et d'Oradour-sur-Glane. Le Sud-Ouest a payé un lourd tribut. Toutes ces guerres ont fait couler beaucoup de sang, mais il n'aurait dû y avoir qu'une seule couleur, celle de la patrie et de la liberté. Après la guerre, tous ces assassins ne furent vraiment pas inquiétés par la justice. Bon nombre ont pu jouir d'une vie paisible et tranquille. Plus à l'est, 5000 tziganes partageront le sort de nos frères et sœurs juifs, qui eux aussi pleurent encore aujourd'hui leurs proches disparus. Après la guerre, on entendait partout, plus jamais ça. Mais les vieux démons ressurgissent au nom d'une idéologie ou religion, massacrant d'innombrables victimes innocentes, Charlie Hebdo, Bataclan, Orlando, Saint-Bernardino et bien d'autres endroits dans le monde. Toujours la haine, la destruction, l'extermination. Quand cela cessera-t-il? A-t-on le droit de disposer de la vie d'un être humain, ou de l'obliger à se soumettre, ou encore de le maltraiter? Nous ne pouvons permettre cela. Chacun a le droit de vivre sa vie comme bon lui semble, dans le respect d'autrui. Tout le monde ici a sa place sur Terre, avec ses différences, ses cultures, son mode de vie. C'est ce qui fait les piliers fondamentaux de l'humanité. Malheureusement, encore de nos jours, certains souffrent des inégalités, du racisme, de l'exclusion. Je porte en moi 35 années de souffrance à travers mon peuple qui ne trouve toujours pas sa place. Quel que soit le pays qui les a vus naître, ils sont toujours indésirables. Ceci porte un nom, la méconnaissance. Comment concevoir cela dans un si beau pays comme la France, où les hommes et des femmes ont donné leur vie pour établir la justice et donner à chaque citoyen le droit d'être respecté et d'être égaux en droit? Pourquoi cette mise à l'écart d'une minorité d'individus français depuis le début du XVe siècle, en leur imposant en 1912 un carnet anthropométrique avec visa par la police ou gendarmerie
à chaque déplacement sur le territoire national pour permettre une surveillance accrue de cette population de nomades. Par le biais de ce carnet anthropométrique, beaucoup de contraintes discriminatoires, à savoir que vous ne bénéficiez d'aucune ouverture de compte en banque qui nécessite une pièce d'identité. Vous étiez privé de vos droits civiques, impossible de traverser une frontière. Les avantages sociaux, comme tout citoyen sédentaire, ne vous étaient pas octroyés. Nous sommes toujours assignés à résidence surveillée. Pourtant, en 1969, une petite lueur d'espoir amène un peu de réconfort par l'abolition du carnet anthropométrique, mais très vite cela ne durera pas. En effet, il fut remplacé par un livret et carnet de circulation sur le territoire national. Les contraintes restent les mêmes, avec un prolongement un peu plus espacé pour les visas, mais toujours pas de carte d'identité. Qu'en est-il de toutes ces valeurs de notre République? Liberté, égalité, fraternité, prêchées dans le monde entier. Où est l'exemple du pays des droits de l'homme? C'est en silence que mon peuple souffre, sans jamais montrer de la haine ou autre forme de revendication, malgré l'image stéréotypée construite autour de certaines légendes. Il est difficile pour moi de prédire un avenir pour mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Comment leur expliquer? Il m'aura fallu attendre 2010 pour voir enfin une main tendue venir m'apporter un soutien lors d'une manifestation au Panthéon sur l'abolition des livrets de circulation. C'est par le biais d'une représentante attachée parlementaire d'un futur candidat aux élections présidentielles de 2012 que cet espoir venait de naître. C'est ce candidat qui fut élu en cette année 2012, M. François Hollande, nouveau président de la République, qui répondit de suite à mon désir de vouloir abolir ce fameux document devenu une plaie pour l'État français, qui est contraire aussi aux valeurs de notre République. C'est aussi ce même président de la République qui fait la reconnaissance de l'internement des Tziganes sous le gouvernement de Vichy à Montreuil-Bellay en 2016. Merci, Monsieur le Président François Hollande. Par le biais de cette abolition des carnets de circulation, vous venez de mettre fin à 105 années d'apartheid à la française. Mon peuple vous est reconnaissant. Merci à tous et à toutes, amis et frères de sang juifs, pour votre soutien et votre aide en participant depuis 2010 à cette commémoration nationale ici au Veldiv, et pour la première fois, des Tziganes sont présents. Merci à M. Richard Praski, ancien directeur du CRIF, et à toute son équipe. Merci et honneur à toutes celles et ceux qui se sont sacrifiés au péril de leur vie. Je veux parler des Justes de France. Merci et honneur à tous ceux et celles qui ont combattu l'envahisseur dans la clandestinité. Je veux parler des maquisards et tous ceux et celles qui indirectement y ont participé. Merci à toute l'équipe des historiens, documentalistes, romancières et bien d'autres organismes qui m'ont permis de travailler et de me soutenir dans ce combat intitulé « Mémoire française » depuis 2010. Hommage à toutes les victimes de différents horizons, de différentes couleurs. Hommage à toutes ceux et celles qui ont écrit l'histoire dans la justice, la démocratie, la vérité, la liberté. Ils sont pour moi ma force, ma persévérance, mon obstination et ma volonté. C'est ce combat que je mène depuis 35 années, où je rêve de voir un jour, dans les yeux de mes enfants, un vent de liberté et d'égalité. Dans cet énoncé, je ne cherche pas à ce que les gens s'apitoient sur ce que mon peuple a subi. Encore, nous ne demanderons pas d'excuses ou pardon. Seulement, je me devais de vous informer sur la réalité de notre histoire, mais aussi de notre présent, qui demeure toujours d'actualité. Mesdames et messieurs, c'est au nom des fils et du Fils du vent que je vous dis merci de m'avoir écouté. À vous toutes et à vous tous, je vous dis merci pour participer à ce devoir de transmission de mémoire. Vive la France, vive la République, vive la différence. Allocution de M. Raphaël Ezraï, président de l'Union des déportés d'Auschwitz. Madame la ministre des Armées, Madame la maire de Paris, Messieurs les ambassadeurs et les préfets,
Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les ministres des cultes, Mesdames et Messieurs les présidents des fondations, fédérations et associations, chers camarades et amis, Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui à cette tribune deux voix survivantes de l'univers d'Auschwitz. Dans quelques instants, Esther Seno, ma camarade témoignera de son vécu de cette rafle, planifiée les 16 et 17 juillet 1942, conjointement par les autorités occupantes et françaises. Esther avait alors 14 ans et sa première survivance se noue autour d'un concours exceptionnel de circonstances. Ses proches connaissent un autre destin. Le 17 juillet, dans une ruelle des Pentes de Belleville, les policiers français viennent chercher ses parents. Un couple quinquagénaire d'origine polonaise, Nurim, un homme malade, et Géla, une femme handicapée, avec leur enfant de 11 ans, Achille. Durant ces 2 jours, combien de fois les policiers français ont-ils multiplié ce drame-là? Tous les 3 font partie des 13 000 victimes juives arrêtées à Paris et dans sa région, déportées à Auschwitz et assassinées dans leur immense majorité. Partis le 14 août, leur convoi était le premier qui comportait des enfants. Dans les 15 jours qui suivent, 7 convois acheminent vers la mort plus de 3000 enfants de la rafle qui, lors de l'internement à Pithiviers, avaient été arrachés à leurs parents. Dans cette même période, à Auschwitz-Birkenau, début septembre 1942, le médecin SS Kremer, dans son journal, écrit, je cite, « Présent pour la première fois à une opération spéciale, entendez opération de gazage, à côté, l'enfer de Dante semblerait une comédie. » À Auschwitz-Birkenau, les gazages d'êtres humains ont duré du printemps 1942 à l'automne 1944. Avoir échappé à cette entreprise génocidaire nous a créé une obligation fondamentale qui explique que nous soyons à nos âges avancés toujours et encore engagés. Les survivants se pensent entre ces mondes, entre celui d'Auschwitz et le monde normal, entre les morts et les vivants. Ils se sentent investis d'une responsabilité particulière, non seulement devant les victimes, mais devant l'événement lui-même, ce crime sans nom, cette catastrophe humaine. Il s'est agi de construire un récit pour être entendu, pour expliquer. Si durant longtemps, l'indifférence a entouré notre parole, elle jouit aujourd'hui d'une écoute très sensible. Dès l'origine, cette parole est de nature pédagogique. Elle ne pouvait dès lors que s'épanouir auprès de la jeunesse et des enseignants. Les survivants sont particulièrement sollicités par l'institution scolaire, non seulement pour leurs témoignages, mais aussi pour leur regard sur la vie, sur le monde. Cet esprit-là faisait la force de 2 camarades à qui je veux rendre hommage. Il y a 1 an, elles étaient ici avec nous, Marceline Loridan-Evans, Ida Grinspan, ont poussé l'engagement jusqu'au seuil de leur disparition. Je voudrais aussi saluer l'engagement très remarqué cette année de 2 autres camarades, Ginette Kolinka et Élie Buzyn. Le titre de l'ouvrage d'Élie illustre merveilleusement bien notre projet collectif, ce que je voudrais transmettre, l'être aux jeunes générations. Un autre camarade, Sam Brown, qui nous a quittés il y a quelques années, très grand témoin, disait très bien cette préoccupation universaliste, je cite, « Si les souvenirs
font parfois renaître la souffrance endurée par les victimes. La mémoire, elle, ambitionne de donner à l'ensemble de l'humanité les méthodes et les moyens pour éviter qu'elle ne souffre et pleure à son tour. Fin de citation. Comment aborder la question de l'assassinat de masse avec les jeunes? Comment enseigner un tel sujet? Jusqu'où parler de l'entreprise et de la réalité génocidaire? Ce questionnement se pose lors de chaque témoignage durant lesquels les survivants ont un véritable rôle civique. Ils dialoguent avec les élèves autour de sujets essentiels tels que ceux des valeurs, de l'antisémitisme toujours contemporain, du racisme, de la haine, de la démocratie. L'Union des déportés d'Auschwitz continue ainsi de se projeter dans l'avenir, préparant la survie et la pérennité de son action. Cette réflexion nous a conduit à créer des supports didactiques, notamment numériques. Je citerai le site internet Mémoire des déportations et désormais aussi un site dédié à la pédagogie pluridisciplinaire Shoah Éduc. Pour la commémoration de la libération d'Auschwitz, le 27 janvier prochain, nous organiserons un grand témoignage qui sera diffusé en direct sur Internet et sera proposé à tous les établissements de France, un événement organisé en partenariat avec l'Académie de Paris. Bientôt, les témoins ne seront plus là pour faire le lien avec ces événements, avec le lieu de Birkenau où, je le rappelle, nous demandons l'édification d'un mémorial des Juifs d'Europe assassinés, où serait ainsi relayée la voix des témoins et le message des générations à venir. Il ne faut pas laisser s'éteindre ces dimensions philosophiques et civiques de la survivance qui furent incarnées par Simone, par Ida, par Marceline et par tant d'autres femmes et hommes remarquables qui, malgré leurs pires souffrances et avanies, ont décidé de triompher des bourreaux en souriant à nouveau à l'humanité. Cette dimension-là est notre conquête contre Auschwitz-Birkenau. Entre histoire et mémoire, elle est un héritage intellectuel et moral à préserver. Préservons-le ensemble. Je vous remercie. Allocution de M. Serge Klarsfeld, président des Fils et Filles des déportés juifs de France. Madame la ministre des Armées, mes amis, en 40 ans de militantisme ardent, nous, fils et filles des déportés juifs de France, avons particulièrement contribué à ce que la rafle du Veldiv entre dans l'histoire au même titre que la Saint-Barthélemy. Par la recherche historique, par la découverte des documents, par les témoignages des survivants, par les photos de milliers d'enfants juifs arrêtés par les gardiens de la paix du pays des droits de l'homme, par les affaires judiciaires impliquant les chefs de la Gestapo, Lischka, Hagen et Heinrichson, ainsi que les chefs de la police de Vichy et de l'administration préfectorale Bousquet, Leguet et Papon, par l'obstination d'un président de la République se refusant à reconnaître la vérité historique, mais par la courageuse lucidité de son successeur, reconnaissant ici même le 16 juillet 1995 que ce jour-là, la France accomplissait l'irréparable, par la volonté affirmée d'un autre président de confirmer en juillet 2012 que ce crime a été commis en France par la France et par celle de son successeur en 2017 de déclarer
Oui, je le redis ici, c'est bien la France qui organisa la rafle, puis la déportation, et donc pour presque tous, la mort des 13 152 personnes de confession juive. Grâce à tous ces efforts, la rafle du Veldiv n'a pas été enregistrée comme étant l'œuvre des seuls Allemands, ce qui était encore absolument le cas dans la mémoire collective française il y a 50 ans. La complicité du gouvernement de l'État français de Vichy avec le Troisième Reich dans le déroulement de la solution finale de la question juive en France a été indiscutablement établie. La réconciliation à terme du soi-disant bouclier Pétain avec l'authentique glaive que fut le général de Gaulle a été empêchée. Quelques semaines avant la honte et le déshonneur de cet impitoyable tract de milliers de familles juives sans défense, les soldats de la France libre, parmi lesquels de nombreux juifs, avaient résisté héroïquement à Bir Hakeim contre les troupes d'élite du maréchal Rommel. Année après année, le 16 juillet, lors de cette cérémonie nationale, les victimes reviennent sur les lieux du crime pour que ne s'effiloche point le lien qui les relie aux êtres chers disparus dans cette rafle, la plus marquante de l'histoire de la Shoah en France. Ici, plus qu'ailleurs, nous, fils et filles des déportés juifs de France, nous nous sentons des rescapés de la Shoah qui approchons du terme d'un très long sursis qui compte aujourd'hui 77 ans. Chacun de nous est fatigué, chacun de nous est affaibli, beaucoup d'entre nous sont plus ou moins malades, trop d'entre nous nous ont quittés, mais collectivement, nous représentons encore une force intransigeante et un engagement permanent, non seulement pour défendre notre mémoire, mais pour défendre aussi contre leurs ennemis l'État républicain, l'Union européenne et la démocratie. Témoignage de Madame Esther Seynaud, victime de la rafle du Veldiv. Mesdames, Messieurs, je suis heureuse que la parole me soit donnée aujourd'hui. Je voudrais ainsi honorer la mémoire de mes proches assassinés à Birkenau. J'ai perdu mes 2 parents, 2 frères et une sœur, tous assassinés à Birkenau. Ma famille a été touchée non seulement par la rafle du Veldiv et par d'autres rafles. Cette histoire familiale montre le caractère implacable de la traque qui fut menée contre les Juifs conjointement par les autorités françaises et allemandes. Je suis né en 1928 en Pologne. Je n'en ai pratiquement aucun souvenir parce que mes parents ont émigré en France en 1930. Mon père a réussi à trouver un petit logement à Belleville, près de la rue Julien-Lacroix. Là, nous avons vécu la vie de tous les émigrés, une vie qui n'était pas facile. Au moment de leur arrivée, mes parents avaient une quarantaine d'années et ils ne parlaient que le yiddish. Ils avaient 6 enfants. 4 garçons et 2 filles. Un autre enfant est né à Paris, Achille, en 1931. Ce sont mes frères qui assuraient Mon père était cordonnier, il était malade et ne travaillait que par intermittence. Ce sont mes frères qui assuraient notre soutien. Ils étaient ailleurs. Nous, les enfants, on se débrouillait pour trouver de petits boulots pour amener quelque chose à la maison. On avait des parents qui étaient formidables et une vie de famille heureuse. Ma famille était assez engagée politiquement à gauche. Je n'ai pas vécu d'antisémitisme à l'école. J'étais un peu rebelle. Alors quand on se fait traiter de youpine, on réagissait. On pouvait même se bagarrer à la récréation, mais enfin, cela s'arrêtait là, c'était des bagarres de mômes. Des années passent, on arrive à la guerre. Nous sommes alors en France depuis 12 ans. Entre-temps, mon frère aîné s'est engagé
dans les brigades internationales pour faire la guerre d'Espagne. Un autre qui a fait son service militaire en 1937 est mobilisé en 1939. Il connaît la débâcle et il se retrouve à Pau avec son régiment. En ce qui me concerne, je passe mon certificat d'études en juin 1940. J'ai 12 ans. Je passe l'écrit alors même que les Allemands entrent en France. Et du coup, je n'ai pas passé l'oral. Alors finalement, je n'ai que la moitié d'un certificat d'études. Pour ce qui est des premières mesures anti-juives, ce dont je me souviens, c'est le père de mon frère Marcel. Il a reçu ce fameux billet vert en mai 1941. Il s'est présenté et il a été envoyé à Pithiviers. On a eu de ses nouvelles durant 1 an, des photos où on le voyait avec des camarades travailler dans les champs sous la garde des gendarmes français. Il avait 20 ans. Mais nous ne l'avons jamais revu. J'ai appris après la guerre qu'il avait été déporté par le convoi numéro 4 le 25 juin 1942. Et donc, justement, moins d'1 mois plus tard, avait lieu la rafle les 16 et 17 juillet 1942 à Paris. Le 16 juillet, la police n'est pas venue chez nous. On habitait une petite ruelle au dernier étage près de la rue Julien-Lacroix. On a entendu des bruits. On s'est mis à la fenêtre, on a regardé. On ne comprenait pas ce qui se passait. On n'a pas bougé de la maison. Dans l'immeuble, ils ont fait descendre des familles. On a entendu des cris, des pleurs de petits-enfants. Ma mère était complètement paniquée. Le 17 au matin, elle m'envoie prendre des nouvelles de ma belle-sœur qui habite près de la place de la République. Il s'agissait de la femme de mon frère aîné militaire qui était à Pau. Et parallèlement, elle envoie ma sœur prendre des nouvelles de ma tante qui habitait rue Piat, donc près de chez nous, toujours dans le quartier de Belleville. On est partis toutes les deux, chacune de notre côté. C'est la dernière fois que je vois ma mère. Quant à ma sœur, je vais la retrouver plus d'1 an après, au camp de Birkenau à l'hôtel 1943. Place de la République, je trouve ma belle-sœur cachée dans une chambre de bonne au 6e étage, complètement paniquée, d'autant plus qu'elle avait laissé son enfant de 4 ans en vacances à La Varenne, dans une petite pension d'enfants tenue par un couple de juifs, les Isman, et selon les renseignements, ils avaient été arrêtés. À sa demande, je pars récupérer l'enfant. Je le ramène sans problème durant cette journée du 17 juillet. Comme il est trop tard et qu'on n'a pas le droit de sortir après 20 heures, je reste dormir chez elle, et le 18 au matin, je rentre chez mes parents, en pensant à l'inquiétude qui devait être la leur de ne pas m'avoir vu rentrer. Et là, je me suis retrouvé devant la porte avec les scellés. Je ne peux plus rentrer chez moi. Mes parents ont été arrêtés. Mon père Nourim, ma mère Géla, avec mon petit frère Achille qui avait 11 ans. Ils ont dû être arrêtés dans la journée du 17 ou dans la nuit du 17 au 18. À ce moment-là, nous n'avons aucune information. Je ne sais pas où sont mes parents. Je sais que la situation est dangereuse. C'est seulement plusieurs mois après que j'ai appris leur déportation vers ce qui devait être un camp de travail. Après la guerre, j'ai su qu'ils avaient été déportés par le convoi 19, près d'1 mois plus tard, le 14 août 1942. Quant à moi, je n'avais rien sur moi qu'une petite robe d'été et des espadrilles. Je vais rue Piat retrouver ma tante et ma sœur, mais il n'y a plus personne non plus. Je reviens chez ma belle-sœur à la République et là, la concierge m'apprend qu'elle est partie. Durant la guerre, d'ailleurs, elle est restée cachée, s'en est sortie. Donc, je ne sais pas où elle est, je suis complètement démoralisé. La concierge me dit « Bien, bon, tu restes là. » Elle m'a gardé dans sa loge à peu près 2 semaines. Elle était française. Voilà pour mon vécu de la rafle et les hasards successifs qui ont fait que je suis passé entre les mailles du filet. Mais mon histoire a continué et je vais juste esquisser rapidement la suite. Au bout de ces 15 jours, je suis parti retrouver mon frère à Pau. J'ai réussi, à 14 ans, j'ai réussi à passer seul la ligne de démarcation avec pas mal d'histoires un peu compliquées. Mon frère est tombé des nues, il n'était au courant de rien. Il m'a gardé jusqu'au moment de l'occupation de la zone libre où il a décidé de rejoindre les forces françaises libres en Afrique du Nord, où il s'est engagé dans la 2e DB du maréchal Leclerc. Et moi, plutôt que de rester seul à Paris,
Et moi, plutôt que de rester seul à Pau, je suis remonté à Paris en train sans problème. Nous sommes là vers décembre 1942. Je ne sais plus comment, mais j'ai atterri au centre de la rue Vauquelin, dans le 5e arrondissement. Comme je n'étais pas intégré de manière officielle, le directeur acceptait de me garder la journée, mais la nuit, on devait me trouver des hébergements pour dormir. Ça a été compliqué, il m'est arrivé souvent de dormir sur des paliers. Et puis de là, je me suis retrouvé dans un centre de l'UGIF, rue Paul Albert, dans le 18e arrondissement, au pied du Sacré-Cœur. Dans la journée, on s'occupait des enfants, on s'occupait un peu à la cuisine, et puis de temps en temps, ils nous envoyaient faire des courses dans Paris. C'est lors d'une course que j'ai été arrêté. Je suis tombé sur un contrôle de police au métro Saint-Paul, des miliciens qui faisaient des contrôles d'identité. Je n'avais pas de papier, j'avais 15 ans. Ils m'ont emmené au commissariat de police qui se trouve le long de l'hôtel de ville. Sans doute ont-ils trouvé la fiche de mes parents. Donc ils m'ont gardé, envoyé d'abord au dépôt, puis à Drancy. C'est en juillet 1943, et cela faisait donc 1 an que j'étais en errance. Finalement, quand j'ai été arrêté, j'ai presque ressenti un soulagement me disant « Bon, ça y est, j'ai fini d'errer, j'ai fini la galère, je vais peut-être retrouver mes parents ». Je suis resté à Drancy jusqu'au 2 septembre 1943. J'ai été déporté par le convoi 59, plus d'une année donc après mes parents qui étaient partis, eux, par le convoi 19. À Birkenau, j'ai retrouvé ma sœur Fanny, qui avait été arrêtée avec ma tante, déportées toutes deux par le convoi 46 en février 1943. Dans le camp, elle m'a aidé. Elle connaissait Mala. Grâce à elle deux, j'ai pu intégrer le commando de la Webera. Mais ma sœur n'a pas tenu le coup. Elle avait été mordue par un chien et elle n'en pouvait plus. Elle a fini par être prise dans une sélection en avril 1944, après 14 mois passés à Birkenau. Elle m'a dit que si j'avais une chance de survivre, je devais témoigner. Il fallait que je raconte pour que le monde sache les horreurs commises, que cela soit inscrit dans l'histoire. En connaissant le camp, au bout de quelques jours, je n'ai eu aucune illusion sur le sort des autres membres de ma famille. Mes parents, à leur arrivée, avaient 50 ans, mon père malade, ma mère handicapée, accompagnée d'un enfant de 11 ans. Ma tante n'est pas revenue non plus. Moi, je suis resté 16 mois à Birkenau, entre septembre 1943 et janvier 1945. J'ai subi l'évacuation du 18 janvier. J'ai fait la marche de la mort et me suis retrouvé au camp de Bergen-Belsen, puis dans un sous-camp du camp de Flossenburg et enfin au camp de Mauthausen, où j'ai été libéré dans la région par les troupes américaines. Quand je suis revenu, j'ai retrouvé mon frère, mais le retour a été terrible. Durant ma déportation, j'avais tout fait pour m'en sortir, et là, à cette époque, j'ai craqué. J'ai vraiment eu envie d'en finir. J'ai vécu une profonde dépression. Lorsque nous racontions, personne ne nous entendait. Il a fallu se taire, et cela a duré des décennies. Pour moi, le témoignage est un véritable engagement, et notamment de respecter le vœu fait à ma sœur. J'ai commencé à témoigner dans les années 1982, lorsque j'ai pris ma retraite. Je continue aujourd'hui, notamment dans le cadre de l'Union des déportés d'Auschwitz. Le plus important pour moi, et pour les témoins en général, comme l'a dit Raphaël, c'est d'expliquer aux jeunes les ravages que produisent la haine, le racisme, la xénophobie, et tenter aussi de leur faire prendre conscience de la valeur du régime démocratique. Raphaël l'a dit tout à l'heure, je fais partie de ceux qui témoigneront jusqu'au bout. Je vous remercie.
La chanteuse Talila va interpréter le chant des marais. Loin vers l'infini s'étendent des grands prés marécageux. Pas un seul oiseau ne chante sur les arbres secs et creux. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Bruit des pas et bruit des armes, sentinelles jour et nuit, et du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté chérie, je dirais tu es à moi, ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer, aimer. Allocution de Monsieur Pierre-François Weil, président du Comité français pour Yad Vashem. Madame le ministre, Madame le maire, Monsieur le président de l'Union des déportés d'Auschwitz, Monsieur le président de la Fondation de la mémoire de la Shoah, Monsieur le grand rabbin, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, chers amis. L'histoire est tragique. Où mieux qu'ici s'en souvenir? Il y a 77 ans, cette terrible rafle, organisée et mise en œuvre par la police française sous les ordres directs du sinistre préfet Bousquet, allait ramener dans ses filets, comme du bétail à conduire à l'abattoir, 3118 hommes, 5119 femmes et 4115 enfants, coupables du seul crime d'être juifs, au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais y avait-il alors en Europe, la terre de Goethe et de Mozart, un bon endroit où être juif? Et comment considérer sérieusement qu'ils partaient pour des camps de travail alors qu'on embarquait indifféremment les enfants et les vieillards? Durant les 6 semaines suivantes, plus de 20 000 personnes, hommes, femmes et enfants, seront encore arrêtés pour être ensuite déportés jusqu'au 30 septembre. Arrêtés, faut-il le rappeler, en particulier en zone sud, dite libre, jusqu'à l'intervention publique des autorités religieuses
catholiques et protestantes, et notamment la fameuse lettre pastorale lue le dimanche 30 août 1942 dans toutes les églises du Sud-Ouest à l'initiative de Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse. En à peine 6 mois, comme le rappelle sans relâche Serge Klarsfeld, pour que l'on n'oublie jamais, 42 000 Juifs ont été déportés de France, près des 2/3 de la totalité des déportés de France. Ainsi, les 2/3 des victimes ont été déportées en 6 à 7 semaines, avec et par Vichy, qui n'avait pas oublié d'insister auprès des autorités nazies pour qu'elles ne laissent pas les enfants derrière elles. Ensuite, grâce à la réaction de ce que l'on ne nommait pas encore la société civile, les 3/4 de la population juive de France seront sauvés. Pourtant, oui, c'est tristement vrai. Ce jour-là, la France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Il aura fallu plus de 50 ans pour entendre du président Jacques Chirac ces magnifiques paroles tant attendues, qui ont enfin réconcilié notre passé avec un passé qui ne passait pas, notre pays avec un passé qui ne passait pas, comme une insulte aux victimes, mais également aux nombreux Français, aujourd'hui reconnus et honorés, ou restés anonymes, qui, tournant le dos à cette politique officielle d'abandon puis de collaboration, souvent au péril de leur vie, parfois même de celle des leurs, ont sauvé des Juifs de la déportation, de l'enfer et en définitive de la mort. En manifestant ces valeurs de solidarité, de tolérance et de compassion, ils ont préservé l'âme et l'honneur de notre nation. Pour les proscrits, mais aussi plus généralement pour l'humanité qui vacillait alors, ils ont été une lueur dans les ténèbres. Reconnus, ils ont reçu de l'État d'Israël le titre de juste parmi les nations. Je m'honore, au nom du comité français de Yad Vashem, d'instruire encore chaque année plusieurs dizaines de dossiers de nouvelles demandes qui continuent de nous parvenir et que le mémorial de Yad Vashem, à Jérusalem, honore ensuite à l'issue d'une délibération de son conseil, présidé par un membre de la Cour suprême du titre de juste parmi les nations, la plus haute distinction civile de l'État d'Israël. Mais désormais, les derniers témoins disparaissent. Les grandes voix s'éteignent et dans le même temps, comment ne pas s'inquiéter? Les nuages s'amoncellent de nouveau au-dessus de l'Europe, victimes de menaces extérieures, mais aussi rongées par ces vieux démons du populisme, de la peur et de la haine de l'autre. Souvenons-nous des messages d'espoir et d'humanité de Primo Levi ou d'Elie Wiesel. Leurs témoignages nous rappellent combien la vie est fragile et combien il faut toujours la préserver. Plus que jamais, le monde, notre monde, celui de la civilisation et des Lumières, a besoin d'honorer et d'affirmer ses valeurs de tolérance, de fraternité, d'humanisme et de paix. Nous sommes tous comptables du monde que nous laisserons à nos enfants. C'est en nous tenant unis et solidaires, fidèles à nos valeurs démocratiques, mais respectueux de nos différences, debout et intraitables contre l'intolérance, la haine et la violence, que nous resterons, sans trahir leur mémoire, fidèles aux victimes et dignes des justes parmi les nations. Je vous remercie. Témoignage de Madame Blandine Orvoen, petite fille de Monsieur Rémy Dumoncel, juste de France.
Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, comme tous les descendants des justes parmi les nations qui ont pris la parole lors des commémorations des 16 et 17 juillet 1942, ce sont l'émotion et la fierté qui m'envahissent aujourd'hui. En cette journée nationale, qui associe dans un même hommage la mémoire des victimes des crimes antisémites du gouvernement et de l'administration française et la mémoire de héros qui ont su opposer à la haine et à la violence dignité et humanité, c'est à un homme, mais aussi à d'autres hommes auxquels je voudrais rendre hommage. Un homme, Rémy Dumoncel, mon grand-père, maire de la ville d'Avon en Seine-et-Marne au moment de la guerre. Il a déjà connu la Première Guerre. Participation au combat, blessures, citations, Légion d'honneur. En juin 40, il est maire d'Avon depuis 5 ans. Il est le refuge et le conseil de toutes les inquiétudes. Il s'attaque aux problèmes de ravitaillement et s'implique personnellement pour assurer la subsistance de tous ses administrés. Il protège les prisonniers évadés, les Alsaciens lorrains, les familles juives. Ils sont mis à l'abri au mieux des circonstances qui deviennent de plus en plus difficiles. L'organisation de filières d'évasion et de fabrication de faux papiers à la mairie d'Avon et jusque dans la préfecture de Melun se met en place progressivement, spontanément. En Dordogne, la propriété familiale devient aussi un refuge pour ceux qui doivent se cacher, comme la famille Lederer. L'engagement est le même aux éditions Talendier dont Rémy Dumoncel s'occupe à Paris. Beaucoup d'auteurs qui étaient condamnés parce que juifs ou qui s'étaient volontairement condamnés au silence ont reçu de lui des aides nécessaires à l'entretien de leur famille. Le 4 mai 1944, il est à Paris. On lui téléphone d'Avon pour le prévenir que plusieurs de ses adjoints à la mairie viennent d'être arrêtés. Aristide Roux, Étienne Chalinatal, ainsi que Charles Ziegler, interprète, et que lui-même est activement recherché. Il sait que la Gestapo l'attendra à la descente du train, mais son devoir de citoyen, de maire, l'emporte. Il décide de revenir quand même, afin de ne pas abandonner ses adjoints qui l'ont accompagné dans la résistance. Il est arrêté sur le quai de la gare d'Avon, conduit à la prison de Fontainebleau, puis transféré à Compiègne, avant d'être déporté au camp de Neuengamme, où il décédera en mars 1945. 2 autres personnes d'Avon, 2 autres justes, doivent être associées à cet hommage. Paul Matteri, secrétaire de mairie, qui apporte au maire une aide active, et le père Jacques, religieux de l'ordre des Carmes, directeur du petit collège qu'il a fondé à Avon. Il engage comme professeur Lucien Veil, qui vient de perdre son poste d'enseignant au lycée de Fontainebleau en raison des lois de Vichy. Il accueille également dans ce collège 3 enfants juifs recherchés, Jacques Alperne, Maurice Schlosser et Hans Helmut Michel. Ce dernier avait été arrêté lors de la rafle du 16 juillet, mais âgé de 11 ans, il avait pu être relâché, car sa grand-mère, trop âgée pour être arrêtée, pouvait le prendre en charge. La vie de ces enfants au collège d'Avon, sous la protection du père Jacques, et leurs arrestations seront racontées dans le film de Louis Malle, Au revoir les enfants, car tous seront arrêtés. Le 15 janvier 1944 est déporté. Les 3 enfants ne reviendront pas d'Auschwitz. Paul Matteri mourra à Mauthausen. Le père Jacques réussira à rester en vie jusqu'à la libération des camps, mais mourra d'épuisement quelques jours plus tard. Ces histoires, notamment celle de mon grand-père, nous les avons connues enfants par des récits familiaux, racontés avec retenue, fierté mais pudeur, et sans aucun doute douleur par ceux qui les ont vécus. J'espère avoir pu rendre à tous l'hommage qu'ils méritent. Je voudrais également saluer ceux qui, par leur travail d'enquête, ont permis de retracer ces histoires et celles de nombreux acteurs connus ou moins connus qui ne sont pas revenus. À Avon, un travail magnifique a été entrepris sur cette ville et s'est déporté par des élèves du collège de la 3e à la 6e dans le cadre d'une action éducative initiée par Madame Marie-Vonne Braunschweig et portée par plusieurs professeurs. Un travail qui a permis aux élèves de mieux connaître les moments sombres de l'histoire, mais aussi l'action de ceux qui ont su se battre et aller au bout de leurs convictions, qui n'ont pas cédé à la haine et à l'intolérance et donnent foi à l'humanité. Car ce n'est pas par volonté d'héroïsme, mais parce que cela leur paraissait naturel, que ces hommes ont ainsi résisté, aidé, assumé.
Ces souvenirs, à nous descendants de Juste, de continuer à les transmettre aux générations suivantes pour que ces moments d'ombre et de lumière ne s'estompent pas avec la disparition des derniers témoins, pour ne pas oublier ces Justes de France et des autres nations qui ont manifesté leur fraternité, leur bienveillance, malgré les dangers de tous les instants, beaucoup l'ayant payé de leur vie. À nous de transmettre ces témoignages pour faire partager des valeurs comme le courage, le souci du bien commun, le sens du devoir et de l'engagement. À nous d'être vigilants face au risque de banalisation des actes ou meurtres antisémites commis ces dernières années et au risque que comportent l'indifférence et l'individualisme, et de souligner ad libitum à quoi conduisent les discours de haine, d'exclusion, d'essentialisation de populations ou de groupes de populations. Je vous remercie. Allocution de M. Francis Khalifa, président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Madame la ministre des Armées, Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur le ministre plénipotentiaire auprès de l'ambassade d'Israël à Paris, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Madame la maire de Paris, Monsieur le représentant de la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le grand rabbin de France, Monsieur le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, chers Serge et Beat Klarsfeld, Monsieur le président des consistoires, Monsieur le président de la Fondation du judaïsme français et du Fonds social juif unifié, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les déportés, résistants, anciens combattants et représentants des justes parmi les nations, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, comme chaque année, nous nous retrouvons ici pour nous souvenir et rappeler les rafles des 16 et 17 juillet 1942, mais aussi pour fixer les bornes symboliques qui permettent de prévenir l'oubli. L'oubli qui guette le moment opportun où les témoins ne seront plus. L'oubli qui séduit, l'oubli qui charrie dans son sillon les ombres malveillantes de ceux qui veulent passer à autre chose, l'oubli qui cède la place à une révision de l'histoire. L'oubli si contraire à la tradition juive qui nous ordonne « Zachor », souviens-toi. Mes chers amis, survivants de la Shoah, c'est votre inlassable détermination qui a rendu au Veldiv une histoire, puis une mémoire. Celles et ceux qui ont vécu les terribles journées des 16 et 17 juillet 1942 s'en souviennent parfaitement. Et j'ai choisi les mots d'Arlette et Charles Testiller, tirés de leur livre « Les enfants aussi », pour nous donner aujourd'hui la précision de ce souvenir. Vers 3h ou 4h du matin, on frappa avec insistance à la porte. 2 policiers, revêtus d'une pèlerine et coiffés d'un képi, se campaient dans l'embrasure de la porte. L'un d'eux tenait une fiche à la main. « On vient chercher Avraham Reinman. Mais messieurs, mon mari n'est plus ici. Vous l'avez déjà arrêté et envoyé au camp de Pithiviers. » Très bien, alors c'est vous qu'on emmène. Vous avez 5 minutes pour préparer un bagage avec le nécessaire pour 2 jours. Et nous emmenons aussi les enfants, Madeleine Reinman et Arlette Reinman. Sous les hurlements de la police française, lors d'un court arrêt dans une rue que je ne connaissais pas, les autobus déversèrent les familles devant une immense bâtisse. Cette immense bâtisse, c'était le Vélodrome d'hiver. Le Veldiv est une histoire française. Les 16 et 17 juillet 1942
sont des journées qui ont défait la France. 13 152 juifs, dont 4 115 enfants, sont arrêtés, immeuble par la police française. Les familles sont entassées au Veldiv, les couples sans enfants et les célibataires sont internés à Drancy. Ils seront déportés à Auschwitz, les uns depuis les camps du Loiret, Pithiviers et Bonne-la-Rolande, les autres depuis Drancy. Ce qui s'y est passé a été dénoncé et raconté par une femme d'exception, Denise Tavernier. Le 16 juillet 1942, assistante sociale stagiaire à la préfecture de police de Paris, elle est envoyée au Veldiv à la demande de la Croix-Rouge et elle décrit. Des gens étaient couchés par terre, d'autres se tenaient debout, gesticulant, de petits enfants dans les bras de leur mère pleurait. Je suis alors abasourdi. On me demande à boire, à manger, et je me rends compte de mon inutilité. Plus tard, elle ajoutera, il y a des moments où on n'est pas fier d'être français. Et c'est cette fierté d'être français que nous ressentons aujourd'hui en évoquant ces femmes et hommes de tous milieux qui, au risque de leur vie, ont eu le courage exceptionnel de cacher, de nourrir et de sauver des camps de la mort une partie de ceux dont le seul crime fut d'être juifs. Ces Français, élevés au rang de justes parmi les nations, sont l'espoir forgé dans l'humanisme des Lumières sur lequel notre République s'est construite. L'aide, le soutien, l'empathie ont eu 1000 visages. Ils eurent le visage amical du capitaine Pierret, témoin du désespoir des internés du Veldiv et qui, bravant l'opposition d'un officier de la garde républicaine, prit courageusement la décision d'ouvrir les vannes pour qu'il puisse avoir de l'eau. Lui et ses hommes reçurent des centaines de petits messages, griffonnés à la hâte, qu'ils s'appliquèrent dès le lendemain à poster et distribuer. Son fils, Alain, présent parmi nous ce matin, a été ambassadeur de France en Israël et je le salue. Ils eurent le visage du résistant Rémy Dumoncel, juste parmi les nations dont nous honorons la mémoire ce matin, en même temps que celle des 4099 justes de France. Sa petite fille vient juste de nous livrer un émouvant témoignage. Ils eurent le visage combattant de Georges Loinger, grand résistant juif, qui sauva près de 400 enfants, les faisant passer en Suisse. Il nous a quittés le 29 décembre dernier, à l'âge de 108 ans. Ils eurent la voix de la protestation de ce non possumus, cette lettre pastorale lue en chair le dimanche 23 août 1942, rédigée par Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse. Ils furent le cri de Jean Karski en 1942 pour témoigner du génocide et se heurtant à l'incompréhension des Alliés. La ville de Paris a honoré sa mémoire le 17 juin dernier et une place du 10e arrondissement porte aujourd'hui son nom. Tous ont été ces étincelles d'humanité dans la nuit nazie. Depuis le discours historique du président Jacques Chirac en 1995, tous les présidents de la République ont eu le courage de la vérité. L'an dernier, le Premier ministre Édouard Philippe a rappelé cette continuité républicaine tout en pointant l'importance d'une mémoire vivante. Cette mémoire que nous perpétuons et présentons-nous comme constitutive de notre histoire. Madame la ministre, les 12 mois qui nous séparent de la commémoration, ici même l'an dernier, en présence du Premier ministre, ont démontré une nouvelle fois que l'antisémitisme se porte de mieux en mieux dans notre pays. Loin d'être relégué au livre d'histoire, il reste malheureusement d'une inquiétante actualité. Depuis le début des années 2000, notre situation de Français juifs se dégrade en pente douce ou par à-coups, en silence ou à la une des médias, de meurtre en meurtre et sans sursaut durable.
le premier semestre 2019 ne montre malheureusement aucune amélioration, bien au contraire. Comme les années précédentes, des Français juifs ont été insultés, harcelés, menacés, volés, agressés ou frappés parce que juifs. Et lors de mes nombreux déplacements à Paris, en banlieue et en région, j'entends de plus en plus de Français juifs s'inquiéter pour l'avenir de leurs enfants en France et pour la pérennité d'une vie juive dans notre pays. En 2017 et 2018, 2 nouveaux paliers ont été franchis avec l'assassinat de 2 vieilles dames juives, Sarah Halimi et Mireille Knoll, assassinées chez elles, à leur domicile. Comment comprendre alors l'ordonnance rendue par les juges d'instruction dans le meurtre barbare de Sarah Halimi, concluant qu'il existait des raisons plausibles de penser que le discernement du suspect était aboli au moment des faits. Depuis le début de cette affaire, nous assistons à des atermoiements qui consistent à vouloir nous présenter cet assassin comme dément, alors que sa mise en scène et sa personnalité nous indiquent clairement que Sarah Halimi est une nouvelle victime du terrorisme islamiste et que ce crime est antisémite. Pourtant, si elle est sans surprise, cette décision est difficilement justifiable. La prise volontaire massive de cannabis, à l'origine de la bouffée délirante, viendrait exonérer de sa responsabilité l'assassin de Sarah Halimi, alors même que délinquant et fumeur de cannabis multirécidiviste, il n'a jamais été décelé chez lui le moindre antécédent psychiatrique. Quelle est cette nouvelle règle qui rend inapte à un jugement un assassin sous l'emprise volontaire de la drogue, alors qu'elle condamne avec une plus grande sévérité un automobiliste auteur d'un accident sous l'emprise de la même drogue? Nous accueillons avec satisfaction l'appel du parquet devant la Chambre de l'instruction. Pourtant, si la France est aujourd'hui sous l'émotion de ces assassinats antisémites à fort pouvoir symbolique, il existe une continuité entre ces meurtres et les violences physiques, les mezouzotes arrachées, les graffitis sur les murs, les courriers anonymes et les insultes, menaces et crachats qui font cet antisémitisme du quotidien. Antisémitisme qui rend insupportable la vie de tant de Français juifs qui souffrent, eux, depuis des années et souvent dans l'indifférence. Les mots sont terribles. Ils sont terribles mais ne disent rien de la vie des victimes de cet antisémitisme qui gangrène ces quartiers que l'on nomme difficiles et qui conduit de plus en plus de Français juifs à un inexorable exil intérieur. Ceux qui en ont les moyens fuient. Les autres restent dans un climat hostile fait chaque jour d'incivilité, de menaces et de violences. Notre pays a pris ces derniers mois des orientations positives qu'il faut aussi souligner. Je pense à la loi Avia pour lutter contre le discours de haine sur les réseaux sociaux. C'est une étape importante, nécessaire, mais insuffisante, car une lutte efficace contre l'antisémitisme doit traiter tous ses ressorts. L'un d'entre eux est aujourd'hui la Shoah, lorsqu'elle est moquée, banalisée, relativisée et parfois tout simplement niée. Un autre ressort est cette haine des Juifs exprimée à travers l'obsession haineuse de l'État d'Israël, contestée dans sa légitimité, l'antisionisme, qui n'est rien d'autre qu'une expression contemporaine de l'antisémitisme. Une définition de l'antisémitisme, illustrée d'exemples, fait aujourd'hui référence, celle de l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Elle en couvre tous les aspects, y compris le négationnisme et la haine de l'État d'Israël. Et lors du dernier dîner du CRIF, le président de la République a confirmé, je le cite, que la France,
qu'il a endossé en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah pour permettre aux forces de l'ordre, aux magistrats et aux enseignants de mieux lutter contre ceux qui cachent derrière le rejet d'Israël la négation même de l'existence d'Israël, la haine des Juifs. Fort de cette déclaration, une proposition de résolution signée par 170 députés, reprenant la définition de l'IHRA, était inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 29 mai dernier. Malheureusement, cédant aux pressions du lobby antisioniste qui confond sciemment délégitimation et critique politique et à l'activisme effréné des soutiens du mouvement délictueux d'appel au boycott d'Israël qui prospère en toute impunité dans notre pays, malheureusement, son examen a été reporté à octobre prochain, à condition qu'elle soit réécrite. Cela nous inquiète, car nous craignons qu'elle soit vidée de sa substance. 12 Français juifs, femmes, hommes et enfants, ont été assassinés dans notre pays depuis le début des années 2000, au seul motif qu'ils étaient juifs. Combien de morts faudra-t-il encore pour qu'enfin on s'attaque à l'antisémitisme sous toutes ses formes, et en particulier sur son aspect le plus pernicieux qu'est l'antisionisme, qualifié comme sa forme réinventée par le président Emmanuel Macron, ici même le 16 juillet 2017. Nous avons besoin de résultats et d'efficacité dans la lutte contre l'antisémitisme, car les haines se nourrissent du laisser-faire, des renoncements et de l'impuissance. Le combat contre la haine doit être un combat qui fédère, unit, et non pas un combat qui clive et qui divise. Il doit être porteur d'un projet de société qui fait une place à chacun et qui donne à chacun des droits, mais aussi des devoirs. C'est le combat de la République tout entière, c'est donc le combat du CRIF, et à travers lui, c'est le combat des Français juifs. Je vous remercie. Allocution de Madame Florence Parly, ministre des Armées. Il est 4 heures du matin. Ils sont venus nous chercher. Je vous dis adieu. Je regrette tout le mal que j'aurais pu vous faire et les soucis que je vous ai occasionnés. Sachez que je vous ai aimé par-dessus tout, même si je n'ai pu vous le prouver. Ces mots, écrits à la hâte le 16 juillet 1942, sont parmi les derniers qu'Edith Chouova, 16 ans, adresse à ses camarades de classe. La nuit enveloppe encore Paris lorsqu'Edith, ses parents et ses 2 jeunes sœurs seront conduits au Vélodrome d'hiver. L'antichambre de la mort à ciel ouvert. Dans l'été brûlant, dans l'été suffocant, 8000 personnes, dont plus de 4000 enfants, sont entassées ici, à même le sol, sans eau, 5 jours durant. 5 journées dont chacune, plus qu'une insulte à l'humanité, tentait de l'effacer. Dont chaque heure fut une gifle cinglante à la dignité humaine. 5 journées
coupé du monde, hors du monde, où seule l'incertitude, l'angoisse et la crainte vivent. Tout autre sentiment, toute autre forme d'espoir tente vainement de survivre. Édith est séparée de sa mère et de ses sœurs le 31 juillet 1942. Elle est déportée avec son père vers le camp d'Auschwitz-Birkenau, où ils sont assassinés à leur arrivée. Aucun membre de sa famille ne reviendra des camps. L'histoire d'Édith, c'est celle de 13 152 Juifs de France, femmes, hommes, enfants, arrachés à leur quotidien les 16 et 17 juillet 1942. Surpris à l'aube, arrêtés au saut du lit, raflés dans les rues et dans les écoles, arrêtés par des policiers et des gendarmes français, des enfants nés en France, envoyés à la mort par des Français pour la seule raison qu'ils étaient juifs. Et la France a détourné les yeux. Elle s'est emmurée dans le silence, drapée de son déshonneur. Et nous savons aujourd'hui que se taire est impossible. C'est pour moi un honneur de porter la parole de la République en cette journée nationale de commémoration. Je le fais à l'esprit avec les mots si justes et si forts de Jacques Chirac. Depuis le 16 juillet 1995, depuis ce jour où notre pays a réellement brisé le silence et a eu enfin le courage de porter un regard lucide sur son histoire. Et je pense aussi, en cet instant, aux mots de Dominique de Villepin, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande lors de l'inauguration du mémorial de Drancy, de Manuel Valls et enfin ceux d'Emmanuel Macron lors des commémorations du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv et d'Édouard Philippe l'année passée. Oui, la République l'a reconnu. La conscience nationale le sait, et je le redis ici. La rafle du Veldiv est l'unique œuvre du gouvernement français accomplie par des Français. Elle est devenue le symbole de toutes les autres, l'emblème de toutes les persécutions. 76 000 Juifs de France furent déportés vers l'horreur des camps. Il y eut d'autres déportations. Il y eut des tziganes. Ne les oublions pas. N'oublions aucune femme, aucun homme, aucun enfant livré à la plus grande entreprise de destruction humaine, livré aux ennemis de l'humanité. Tant que nous nous souviendrons, tant que nous transmettrons, ils resteront présents. Leur nom ne doit jamais sombrer dans l'oubli. N'oublions jamais que la France a trahi ses propres enfants, ses enfants aimants, pétris des valeurs qu'il avait fait naître. Comment pourrait-on être chassé
d'un pays qui proclame les valeurs de liberté, égalité, fraternité. En cette terre des Lumières, tant d'espoirs ont été nourris. Marceline Loridan-Ivens le raconte dans cette lettre poignante adressée à son père. Tu avais pris le chemin de l'Amérique, mais tu t'étais arrêté là, en France, peut-être à cause de Zola et son J'accuse, de Balzac que tu avais lu en yiddish. Tu t'es sûrement dit qu'ici, il ne pouvait rien nous arriver. Et la France a trahi. Mais alors que le pays des Lumières sombrait dans les ténèbres, subsistait une lueur, celle des justes. Quiconque sauve une vie, sauve l'humanité tout entière, dit le Talmud. Ces héros anonymes ont mis en péril leur vie pour en sauver d'autres et ont prouvé que les liens de solidarité, de fraternité, d'amour et de vie n'avaient pas disparu. Et c'est une part de l'âme de la France qu'ils sauvèrent en cachant des milliers d'enfants, d'orphelins de la Shoah. J'ai en cet instant une pensée émue pour Georges Loinger, que j'avais eu le plaisir de rencontrer en 2017 et à qui nous devons le sauvetage de plusieurs centaines d'enfants juifs cachés en Suisse. Je souhaite aussi rendre hommage à celui qui a eu le courage de la désobéissance, à celui qui a tenté d'adoucir la cruauté et les souffrances des journées au Veldiv, le capitaine Henri Pierret de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. N'écoutant que son humanité, il prit le parti de déroger aux règles imposées par les policiers, en joignant les pompiers sur place, de dérouler les lances à incendie pour distribuer de l'eau. Il envoya ses hommes avertir leurs frères d'armes juifs à temps, permit à quelques lettres de sortir du vélodrome d'hiver. Et c'est aussi cela que nous commémorons aujourd'hui. Ces lueurs d'humanité ont parfois empêché de briser des destins et ont fait vivre l'espoir. Pour d'autres, il n'y en a pas eu. Des destins arrêtés par l'antisémitisme, il y en avait déjà eu auparavant. Je pense à Alfred Dreyfus. À cet instant où la République vacilla, les armées au premier rang, où la France fut proche du déshonneur. Je pense au destin fauché d'un brillant officier qui avait choisi de donner sa vie à son pays, qui avait pris la décision de revêtir l'uniforme pour défendre des valeurs dont ses pairs n'ont pas été dignes au moment du jugement, et même avant, au temps des soupçons. Mais je veux aussi penser à ceux qui ont alors sauvé l'âme de la France. Au général Marie-Georges Picard, premier convaincu de l'innocence du capitaine Dreyfus, qui mit sa carrière en péril pour prouver celle-ci à sa hiérarchie. Au général Louis André, ministre de la Guerre, qui, malgré le verdict de Rennes, a fait taire les anti-dreyfusards dans les rangs des armées et a œuvré activement pour la reconnaissance et l'innocence de Dreyfus. À Émile Zola, pour son brillant et retentissant J'accuse et pour son constant engagement intellectuel contre l'injustice. À Georges Clemenceau, qui eut le courage de récuser ses positions
et qui réclama la révision du procès d'Alfred Dreyfus. Et bien sûr, à sa famille, au premier chef, son épouse Lucie, ainsi que son frère Mathieu. Le capitaine Dreyfus a été réhabilité. Les armées l'ont réintégré, promu au grade de lieutenant-colonel. Indispensable, mais maigre compensation des 4 années passées au bagne de l'île du Salut, de l'île du Diable, et des 12 années hors des rangs. Lorsque je pense à Alfred Dreyfus, lorsque je lis chaque nom inscrit sur le mur du jardin des enfants du Veldiv, la même question revient sans cesse. Que seraient-ils devenus si leur avenir ne leur avait pas été arraché? Quel destin les attendait? Le véritable courage, c'est celui de la vérité. 120 ans après le procès de Rennes, les armées doivent regarder leur histoire en face. 120 ans plus tard, il est encore temps que les armées redonnent à Alfred Dreyfus tout l'honneur et toutes les années qu'on lui a ôtées. Et j'y veillerai personnellement. Il y a les cicatrices que l'on peut apaiser et il y a celles dont la douleur est irrémédiable. La rafle du Veldiv est une blessure à l'âme de la France. Une plaie vive dont on ne guérit pas et dont il ne faut pas guérir. Car ce trou béant de notre âme nous rappelle que nos valeurs ne sont pas infaillibles. À tout instant, ce que nous tenons pour acquis peut être menacé, bafoué, détruit. Et puisque l'innommable a vu le jour, il nous appartient désormais de ne pas l'occulter, de le raconter, de le nommer, car la mémoire se vit au présent. On lit d'ailleurs dans le Deutéronome les paroles suivantes. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et c'est cela, avoir le courage de témoigner. Veiller sur nos âmes, perpétuer et transmettre nos valeurs, tirer toutes les leçons de l'histoire pour construire l'avenir. Cela n'a rien d'évident. C'est un combat nécessaire contre le mensonge, contre le négationnisme, contre l'oubli. Ce combat, il fut inlassablement mené par Simone Veil, à qui je souhaite rendre hommage. La libération de la parole, le courage de témoigner, c'est ce qu'elle a insufflé durant de nombreuses années. Lui rendre hommage, c'est aussi penser à tous ceux qu'elle a convaincus de parler, à ceux qui ont accepté de se plonger dans les souvenirs les plus insoutenables, qui ont écrit ce qu'ils ne pouvaient dire, raconté ce qui ne pouvait être tu.
Simone Veil repose désormais au Panthéon. Et avec elle, toute la mémoire de la Shoah. Aux grands hommes et aux grandes femmes, la patrie reconnaissante. Cette épitaphe s'adresse aussi à tous les témoins de la déportation. Le combat contre l'oubli est peut-être au Panthéon, mais il ne repose pas en paix. De repos, jamais il ne prendra. Transmettre aux jeunes générations ce que furent les tragédies de notre histoire est une priorité de l'action publique. Lutter contre toutes les formes d'antisémitisme, de racisme et de discrimination est à la source de nos engagements. Les plaques de commémoration ont fleuri dans Paris. Les injonctions telles que « Souviens-toi, passant » sont visibles partout en France. Mais combien de Français ont réalisé le sort qui a été réservé aux Juifs de France? Combien sont capables de mettre une image sur ce que les enfants de 1942 nommaient Pichipoy? Pichipoy, le mystérieux nom d'Auschwitz et de Birkenau, ne se visite pas. Le froid glaçant et les murs ternes, le silence des chambres à gaz, il ne se voit pas, il ne se ressent pas, il se vit. Il se vit par les paroles des survivants. Jamais aucun livre, aucun cours, aucun nombre ne pourra porter cette parole avec autant de force qu'un témoignage. Vos témoignages sont un héritage que nous devrons précieusement conserver et transmettre. Votre parole est irremplaçable. Nous ferons vivre vos mots. Et je sais que nous pourrons compter sur le travail de nombreuses fondations et associations, sur l'Union des déportés d'Auschwitz, l'Union française des associations Tziganes, les fils et filles des déportés juifs de France, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le Comité français pour Yad Vashem, mais pas seulement. Nous pourrons compter sur tous les survivants qui continuent de témoigner dans les écoles, dans les collèges et les lycées. Et permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance à Élie Buzyn, qui a témoigné face à tant de jeunes, tant de classes, et qui, il y a quelques mois, est venu témoigner face aux élèves du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Ce travail de transmission est aujourd'hui d'autant plus important que nous assistons à une recrudescence d'actes inquiétants. Les cimetières sont profanés. Les boîtes aux lettres à l'effigie de Simone Veil sont taguées. Le négationnisme ressurgit. Nous n'accepterons jamais, jamais plus, nous ne détournerons les yeux. Jamais nous ne baisserons la garde. Avec vous tous, la République mène ce combat et ne l'abandonnera jamais. Mes derniers mots seront pour les plus jeunes, pour la jeunesse éclairée qui s'emparera de ce flambeau dans quelques années, pour vous qui continuerez de défaire les théories du complot, le négationnisme et l'antisémitisme. Souvenez-vous toujours de ces mots du discours à la jeunesse de Jean Jaurès. Le courage, c'est de rechercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains
aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Nous comptons sur vous. Nous croyons en vous.